Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information sur Al 24 News. Tout de suite, les titres du journal. Énergie, l'Algérie se dit prête à interrompre l'approvisionnement de l'Espagne en gaz naturel si les clauses du contrat n'étaient pas respectées. « 73e jour de la guerre en Ukraine, la tension reste palpable sur le terrain. Odessa, la ville portuaire ciblée par des tirs de missiles russes. Et puis cette victoire historique qui se dessine en Irlande du Nord pour le parti républicain du Sinn Féin aux élections législatives. L'Irlande du Nord se dirige vers une nouvelle ère selon la dirigeante du parti, Michelle O'Neill. Et nous terminerons ce journal par une virée à Bruxelles, New York ou encore Paris afin de découvrir les nouveautés qui ont marqué cette semaine dans le monde de l'art. Énergie pour entamer cette édition. L'Algérie se dit prête à interrompre l'approvisionnement de l'Espagne en gaz naturel. Le non-respect des engagements conclus entre Alger et Madrid pourrait entraîner la fermeture des vannes si la partie espagnole ne respectait pas les clauses du contrat. Des déclarations de l'ambassadeur d'Algérie à Rome, Mohamedou Ali Ben Chaben. Alger hausse le ton face à Madrid. Après avoir baissé les exportations via le gazoduc Medgaz d'environ 25%, l'Algérie se dit prête à fermer les vannes et ne livrera plus l'Espagne, dira l'ambassadeur d'Algérie à Rome dans une déclaration accordée à l'agence de presse italienne Nova Agencia. L'Algérie est prête à couper l'approvisionnement en gaz naturel à l'Espagne, dans le cas de non-respect des accords conclus entre Alger et Madrid. Le diplomate algérien explique qu'Alger pourrait arrêter l'approvisionnement de Madrid dans le cas où le gaz algérien acheminé vers l'Espagne serait revendu à des pays tiers. La crise diplomatique entre les deux pays intervient suite au revirement soudain de la position du gouvernement Sanchez sur le dossier sahraoui. Nous ne savons pas pourquoi ce changement, mais nous pouvons l'imaginer, sinon l'Algérie n'a aucun problème avec le peuple espagnol. La volte-face du gouvernement espagnol a engendré une grave crise diplomatique entre Alger et Madrid. Pour Alger, cette décision n'avait aucune véritable assise vu les relations stratégiques qualifiées d'excellentes entre les deux pays. L'Algérie a toujours honoré ses engagements, c'est dire que les motivations de Madrid restent incompréhensibles, surtout que les intérêts espagnols sont mis en jeu. Ces intérêts risquent d'être davantage mis à mal puisque Alger envisage de réviser ses prix et menace également de rompre les contrats avec ses clients espagnols. Aux dernières nouvelles, Madrid semble faire machine arrière. Selon le quotidien ibérique La Vanguardia, l'Espagne a décidé d'ajourner son approvisionnement gazier au profit de Rabat via Gibraltar, et ce jusqu'à la mise en place d'un nouveau système de surveillance pour assurer des garanties à la partie algérienne. Et nous allons nous intéresser à présent à l'affaire Pegasus. Après les révélations sur l'espionnage des téléphones du président du gouvernement et de la ministre de la Défense espagnole via le logiciel Pegasus, une autre affaire d'espionnage vient s'ajouter à la conjoncture instable que vit Madrid au moment où de grandes bifurcations s'observent sur le vieux continent. Sofiane Barouti. La directrice du Centre national d'intelligence espagnol, Paz Esteban, a comparé devant une commission parlementaire afin de présenter des explications sur l'espionnage de 18 dirigeants du mouvement indépendantiste catalan. Le CNI, organe sécuritaire, aurait procédé à des écoutes téléphoniques qui auraient concerné différentes personnalités politiques. Le président actuel de la Generalitat catalane, Pere Aragonès, a pour sa part exprimé dans un communiqué, je cite, qu'ils étaient victimes d'une violation flagrante du droit à l'intimité, ainsi qu'à une violation de la liberté politique et institutionnelle, qui concerne non seulement les personnes victimes d'espionnage, mais aussi leur entourage proche. L'affaire prend donc des proportions alarmantes, notamment quand le parti au pouvoir refuse l'ouverture d'une commission d'enquête
et la comparution du président du gouvernement Pedro Sánchez comme demandé par l'opposition. Sánchez a justement déclaré que ni le président ni le gouvernement n'étaient au courant des personnes espionnées par la CNI, le cas échéant des militants catalans. Le Citizen Lab avait révélé que plusieurs activistes, journalistes et responsables politiques ont été la cible de la cyberrépression via le logiciel produit par la société israélienne NSO. Il est à signaler que le président du gouvernement lui-même et sa ministre de la Défense ont également été victimes d'infiltration de leur téléphone via le logiciel espion Pegasus. À ce propos, le gouvernement avait déclaré que cela venait d'une action extérieure. Le moment des écoutes coïncide avec le pic de la crise diplomatique entre Madrid et Rabat, aujourd'hui résorbé par un compromis colonial. Le pacte sécuritaire tissé avec l'entité sioniste n'est peut-être pas étranger à ces nouvelles évolutions de la situation. Pour rappel, plusieurs journalistes et défenseurs des droits humains ont porté plainte contre le Royaume du Maroc pour des affaires d'espionnage et de cyberrépression. Et un mot sur le Sahara occidental. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre des retranchements des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Haouza, a indiqué un communiqué du ministère sahraoui de la Défense. Et la sécurité au Sahel est au cœur des préoccupations continentales et régionales, en particulier en vue de la multiplication des attaques terroristes. Les bouleversements géopolitiques et l'instabilité institutionnelle que connaît cette région ont exacerbé certains abcès sécuritaires. Si l'enjeu pour ces pays est de rétablir la sécurité, quels seront les mécanismes à mettre en place pour y arriver? Tinhinan Makassi. Nous allons essayer d'y revenir dans quelques instants. Emmanuel Macron, lui, a été investi aujourd'hui président de la France pour un second mandat de 5 ans après la proclamation des résultats officiels de l'élection présidentielle par Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. Plusieurs défis attendent Macron durant ce deuxième mandat. Lors de son allocution, il a d'ailleurs fait le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus forte, tout en promettant d'agir pour la France et pour l'Europe. À l'heure où les Français me confient à nouveau la plus haute charge, la conscience de la gravité des temps m'accompagne. Et du retour de la guerre en Europe à la pandémie, en passant par l'urgence écologique et tant de crises que vous venez, Président, à l'instant d'évoquer, rarement notre monde et notre pays n'avaient été confrontés à une telle conjonction de défis. Là où de nombreux peuples ont décidé le repli, cédé parfois à la tentation nationaliste, à la nostalgie du passé, aux sirènes d'idéologie dont nous pensions avoir quitté les rives au siècle précédent, le peuple français a fait le choix d'un projet clair et explicite d'avenir. Un projet républicain et européen. Autre défi pour le président Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Algérie cette fois, l'assainissement du dossier mémoriel, une question déjà défrichée et sur laquelle il faudra aller jusqu'au bout pour le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le dossier de l'histoire et de la mémoire collective ne fera l'objet d'aucune surenchère ni marchandage. Dans une lettre à l'occasion des commémorations des massacres du 8 mai 1945, Abdelmadjid Tebboune réitère que les horribles crimes coloniaux commis à Sétif, Guelma et Kharrata resteront gravés dans la mémoire collective du peuple algérien. Et justement, à cette occasion, le forum d'Al-Moudjahed, à l'initiative de l'association Mesh'al el-Shahid, a célébré aujourd'hui la commémoration des terribles massacres du 8 mai 1945, instituée en Algérie Journée nationale de la mémoire. À cette occasion, plusieurs allocutions ont été données sur le crime contre l'humanité que constituent les massacres de Sétif, Guelma et Kharrata, mais aussi sur l'importance du volet mémoriel et de l'étude de l'histoire. Un hommage a été rendu à Feu Bachir Boumaza, illustre moudjahed et homme d'État. Le défunt a été le fondateur de la fondation du 8 mai 1945. Je vous propose d'écouter à présent Fatima Zohra Ben Brahim, avocate et chercheur en droit de l'histoire, qui revient justement sur les massacres du 8 mai 1945.
Il faut faire des recherches dans l'histoire qui a mené les documents, les écrits, les déclarations qui ont conduit à ce massacre qui était un massacre programmé. La France ne le reconnaît pas, mais les documents que nous avons consultés prouvent parfaitement que la France était tout à fait au courant et qu'elle avait même provoqué cet incident pour montrer aux Américains qu'elle avait toujours même mise sur la colonie algérienne. Et Ben Brahim qui est également revenu sur l'aspect juridique de la question. Le sujet du 8 mai 45 a toujours été abordé sur le plan factuel, c'est-à-dire les faits. Et encore, les faits n'ont pas été bien détaillés parce que le secret des faits continue à croupir dans les tiroirs du ministère de la Défense, dans les archives secrètes de l'armée. Donc nous avons connu cet événement à travers ce qui a été dit et à travers les déclarations des personnes ayant vécu la situation. Mais en fait, ce sujet est beaucoup plus profond. Ses racines vont beaucoup plus loin. Ses racines se logent dans la Seconde Guerre mondiale et avec le pacte de l'Atlantique, ce document d'une extrême importance qui précise que tous les peuples ont le droit à l'autodétermination, à leur indépendance et à choisir le type de gouvernement qui convient à leurs aspirations. Retour sur le sujet de la sécurité au Sahel qui est donc au cœur des préoccupations continentales et régionales, en particulier en vue de la multiplication des attaques terroristes, les bouleversements géopolitiques et l'instabilité institutionnelle que connaît cette région ont exacerbé certains abcès sécuritaires. Si l'enjeu pour ces pays est de rétablir la sécurité, quels seront les mécanismes à mettre en place pour y arriver? C'est un sujet signé Tinine Al-Makassi. Les menaces sur la région du Sahel sont nombreuses, trafic et banditisme en tout genre, même si le podium revient au terrorisme. En effet, les attaques terroristes et les opérations antiterroristes se multiplient un peu partout au Sahel. Ces violences, qui font chaque jour ou presque des morts, défraient la chronique. Le décompte morbide des victimes fait la une des médias. D'ailleurs, ces événements sont presque le seul aspect qui intéresse ces derniers, allant jusqu'à en faire un abcès de fixation. Il est clair que la menace de la pratique rigoriste de l'islam est au cœur des occupations régionales et internationales. La tournée du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la semaine dernière en est la preuve. À l'origine de cette crise sécuritaire majeure, des raisons endogènes, l'instabilité institutionnelle et économique, peuvent être placées en haut de la liste, aux côtés des causes endogènes, à savoir l'influence des grandes puissances, en particulier la France-Afrique. Dès 2013, avec l'opération Serval, les interventions étrangères sont présentées comme étant la seule solution pour lutter efficacement contre le terrorisme. Près de 9 ans plus tard, les observateurs internationaux et continentaux sont d'accord à dire que ces interventions sont un échec cuisant. D'ailleurs, la crainte est de voir se produire un scénario afghan au Sahel. L'enjeu et les défis sont de taille pour les pays sahéliens, qui doivent aussi faire face à des tensions intercommunautaires très fortes. D'ailleurs, la mise en place de stratégies sécuritaires au niveau national, avec des visions et des objectifs communs, réalisables sur le terrain des luttes, sont pour bon nombre d'observateurs le premier pas vers une solution de paix dans la région. Actualité au Moyen-Orient, énième agression de l'armée d'occupation sioniste en terre palestinienne, arrestations, menaces continues, incursions répétées, assassinats ou encore démolition d'habitations. C'est désormais à ça que ressemble le quotidien des Palestiniens. Ce quotidien obéit apparemment à un projet de colonisation bien planifié que cherche à mettre en place l'entité sioniste en concertation avec l'administration Biden. Leïla Gertal. Israël poursuit ses plans machiavéliques de colonisation et d'expropriation des Palestiniens de Cisjordanie occupée et de Ramallah. Les appellations des plans de colonisation changent, mais l'objectif reste le même. Comment dépouiller, déloger, exproprier un maximum de Palestiniens de leurs terres pour les remplacer par des colons qui ne connaissent rien à cette terre respirant la Palestine. Bref, le plan diabolique israélien a déjà commencé à en croire les médias de l'entité sioniste. Le gouvernement sioniste noue de nombreux contacts avec l'administration américaine afin que celle-ci accepte la construction de milliers de nouveaux logements dans les colonies juives de Cisjordanie occupée.
Les autorités de l'entité sioniste présagent de construire quelques 4000 nouveaux logements, à en croire leur ministre de la Défense. L'État sioniste se concerte avec l'administration Bush pour, entre autres, préparer la visite du président américain prévue à la mi-juin et donc la préparation aussi de nouvelles constructions pour les Palestiniens afin de faciliter l'acceptation du plan de colonisation israélien, selon leur dire. Mais cette explication, qui ne dupe personne, n'est qu'un prétexte pour la réalisation de ce projet. De nouvelles colonies en Cisjordanie occupée signifient tout simplement l'expropriation de Palestiniens. Un tel plan ne peut être qu'une énième transgression de l'État colon avec la bénédiction de leurs alliés, les États-Unis, dont l'objectif inavoué est la judaïsation de toute la Palestine occupée. Les expatriés libanais votent vendredi et dimanche pour les élections législatives qui se tiendront le 15 mai dans leur pays, 2 ans après le début d'une crise économique sans précédent ayant déclenché un exode massif. Plus de 225 000 Libanais résidant à l'étranger sont inscrits sur la liste électorale. Sur les listes électorales, le vote se tient vendredi pour les expatriés libanais vivant dans des pays où ce jour est non travaillé, comme en Arabie Saoudite, en Iran, en Syrie, en Égypte ou encore au Qatar, et dimanche pour ceux vivant aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Asie et bien sûr en Europe. L'Europe, on y revient justement, guerre en Ukraine oblige, en dépit du cessez-le-feu décrété par la Russie depuis jeudi à Mariupol, la tension reste palpable sur le terrain en ce 73e jour du conflit, notamment dans l'est du pays, mais aussi du côté d'Odessa, après que des missiles russes ont visé la ville portuaire. Le point sur la situation avec Amin Touta. 2 jours avant les célébrations du 9 mai, les opérations militaires russes en Ukraine restent intenses. Moscou a indiqué que 44 centres de commandement et 196 sites des forces ukrainiennes ont été visés par les troupes de Moscou dans la région de Kharkiv à l'est de l'Ukraine. Selon la même source, les forces russes ont détruit avec des frappes aériennes des armes et du matériel arrivé de l'Europe et des États-Unis et a abattu 13 drones au-dessus du territoire des provinces de Nikolaïev, Kherson ainsi que Kharkiv et la région du Donetsk. Le sud-ouest de l'Ukraine était également visé après plusieurs missiles qui ont frappé samedi la ville portuaire d'Odessa, d'après l'administration locale. Cette ville stratégique sur la mer Noire est généralement épargnée par les grandes opérations militaires russes. Néanmoins, plusieurs installations militaires ukrainiennes ont été ciblées dans cette région depuis le 24 février passé. Et en parallèle avec l'expiration du couvre-feu ce samedi 7 mai, une dernière opération d'évacuation de civils a eu lieu. En coordination avec l'ONU, 50 individus ont pu quitter la zone industrielle d'Azovstal, dernière poche de résistance des forces ukrainiennes à Mariupol. Sur le plan diplomatique, le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé son inquiétude concernant le maintien de la paix et de la sécurité de l'Ukraine, tout en déclarant être aux côtés du secrétaire général Antonio Guterres pour ses efforts visant à trouver une solution pacifique. Et après un entretien téléphonique de 45 minutes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a invité le président allemand Steinmeier et le chancelier Olaf Scholz à visiter la capitale ukrainienne Kiev. Pour rappel, le président allemand Frank-Walter Steinmeier souhaitait se rendre dans la capitale ukrainienne à la mi-avril, accompagné de ses homologues de Pologne et des Pays-Baltes, mais la visite a été annulée à la dernière minute. Je pense que M. Scholz doit venir. Je l'invite et je l'ai fait plusieurs fois à venir en Ukraine. L'étape politique la plus puissante et la plus intelligente est de se rencontrer le 9 mai à Kiev. Et la Russie qui met en garde la Pologne quant à une éventuelle exploitation du conflit. D'ailleurs, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, estime que Varsovie pourrait représenter une menace. De son côté, le porte-parole des services de sécurité polonais a déclaré que la Russie menait depuis plusieurs jours une campagne de désinformation contre la Pologne, suggérant notamment que le pays pourrait représenter une menace pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Direction l'Irlande du Nord, nous vous le disions en titre, c'est vraisemblablement une journée historique pour ce pays. Suite aux élections législatives, le parti républicain Sinn Féin s'apprête
a remporté une victoire historique aux élections locales après avoir reçu le plus de votes. La dirigeante du Sinn Féin, en Irlande du Nord, Michelle O'Neill, a estimé que la province britannique allait entrer dans une nouvelle ère avec cette victoire historique pressentie de son parti nationaliste face aux unionistes à l'Assemblée locale, promettant de dépasser les divisions. Peu après 16 heures ce samedi, 72 des 90 sièges de l'Assemblée avaient été pourvus. Si sa victoire était confirmée lors de la proclamation des résultats attendus ce soir, ce serait la première fois qu'un parti voulant une Irlande unie remporte les élections pour l'exécutif nord-irlandais. Et puis cet incident à La Havane, à Cuba, qui a coûté la vie à au moins 22 personnes et blessé plus de 50 autres vendredi après la forte explosion due à une fuite de gaz qui a partiellement détruit l'hôtel Saratoga dans le centre de la ville. Les autorités ont affirmé que des survivants se trouvaient sous les décombres et ont envoyé une brigade canine pour les chercher, notamment une femme avec laquelle les secouristes ont été en contact. Sport, à présent, du communiqué de la FIFA sur le match Algérie-Cameroun, en passant par la possible vente du club anglais Chelsea à cette surprenante équipe d'Algérie de hockey sur glace. Tour d'horizon de l'actualité sportive en 120 secondes avec Faisal Salah. Des moments sombres, épiques pour le football algérien. Le flou cache la toile. La FA publie un communiqué aujourd'hui à minuit où on trouve la réponse de la FIFA à la réclamation introduite auprès de la commission d'arbitrage concernant le match Algérie-Cameroun. La FIFA a rédigé juste 68 mots pour répondre à un dossier qu'on pensait lourd. Un communiqué qui nous conduit à poser plus de questions, plus d'hypothèses que certitudes. Est-ce qu'il faut lire entre les lignes ou l'interprétation nous suffit? Y aura-t-il une suite? Compétition continentale. L'entente de Sétif affrontera aujourd'hui l'Ahli d'Égypte dans le cadre du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions africaine. Le coup d'envoi du derby arabe sera à 20h au Cairo Stadium. Cette demi-finale sera dirigée par l'arbitre éthiopien Bamlak Tessema. Enfin, une issue pour le club de Roman Abramovich. Les Blues ont trouvé un accord de vente. Nouveau groupe de propriétaires, Tidboli, Mark Walter, le milliardaire suisse Hans-Georg Weiss, ainsi que la société d'investissement américaine Clearlake Capital. 2,5 milliards de livres sterling seront versés à l'achat des actions du club. La somme sera virée dans un compte bancaire britannique gelé avec l'intention de faire don de 100% à des causes caritatives, comme l'a confirmé Roman Abramovich. En outre, les nouveaux propriétaires ont proposé un engagement de 1,75 milliard de livres sterling d'investissement supplémentaire au profit du club. La vente devrait être finalisée fin mai. Fédération malienne de football a officialisé ce samedi l'arrivée de son nouveau sélectionneur. Il s'agit d'Eric Schell, l'ex-international des Aigles, connaîtra sa 4e expérience sur le banc d'une équipe première après 3 clubs amateurs en France, l'Atlético de Marseille, le FC Martigues et plus récemment l'US Boulogne. Hockey développement coupe Wavoussen en Allemagne, 5e et dernière journée. L'Algérie s'est inclinée cet après-midi face au leader, la Colombie, sur le score de 11-1. 4 points récoltés sur 2 victoires et 3 défaites. Formule 1, vendredi, le Britannique George Russell de Mercedes a signé le meilleur temps des essais libres au Grand Prix de Miami en devançant Charles Leclerc de Ferrari et Sergio Pérez de Red Bull, tandis que le champion du monde Max Verstappen a eu une journée catastrophique. Le pilote de Red Bull s'est retiré après un souci de transmission et de refroidissement. Les qualifications pour la course de dimanche se joueront ce soir au climat floridien. De l'actualité sportive, on passe à l'actualité culturelle. Amir Abedja nous emmène à Bruxelles, New York ou encore Paris afin de découvrir les nouveautés qui ont marqué cette semaine dans le monde de l'art.
On commence par la ville de Bruxelles. Une statue a été inaugurée à l'honneur de la légendaire actrice hollywoodienne Audrey Hepburn. L'icône des années 60 était une fervente militante pour la cause des enfants. Audrey Hepburn est décédée en 1993, mais sa cause restera toujours d'actualité. À Paris, une publication qui rend la critique littéraire francophone enthousiaste. L'inédit roman Guerre de Louis-Ferdinand Céline, l'un des écrivains qui ont marqué la littérature française du XXe siècle, est remis à jour. Le roman a été retrouvé avec plus de 6000 feuillets. Ils sont actuellement exposés à la galerie Gallimard de Paris. Ça ne s'est jamais arrivé, quelque chose d'aussi considérable. Il y a eu les 75 feuillets de Proust qui ont été retrouvés il y a quelques années. Là, c'est quelques milliers de feuillets de Céline. Donc forcément, c'est un événement. On finit notre tournée culturelle à New York, dans l'une des plus anciennes maisons de vente aux enchères au monde, qui n'est qu'autre que Sotheby's. Pour les ventes de printemps, elle dévoile ses collections, dont des œuvres signées par des grands maîtres d'art. Il y a beaucoup de grandes pièces. Ça va de ce magnifique paysage marin de Richter derrière moi, qui est l'un des principaux lots de la collection Maclo, dont nous vendons la deuxième partie cette saison. Il y a aussi un magnifique Rothko et d'autres œuvres d'Agnès Martin, Sigmar Polk ou encore Alberto Giacometti. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, ne manquez pas la météo présentée par Madame Zienne Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al 24 News. À demain.